Démêné, dans les couloirs feutrés de l'Élysée, une inquiétude grandissante se dessine sur les visages des conseillers diplomatiques. Depuis septembre 2022, un homme de 34 ans a bouleversé l'équilibre géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Ibrahim Traoré, capitaine devenu président du Burkina Faso par la force des armes, incarne une nouvelle génération de dirigeants africains qui remettent en question 62 années de relations post-coloniales avec la France. L'ascension de Traoré n'est pas un accident de l'histoire. Elle s'inscrit dans une dynamique continentale qui voit émerger une jeunesse africaine désillusionnée par les promesses non tenues de leurs aînés et les échecs répétés de la coopération franco-africaine. Quand il prend le pouvoir lors de son second coup d'État en moins d'un an, Traoré hérite d'un pays déchiré par l'insécurité, où les groupes armés terroristes contrôlent près de 40% du territoire national. Mais au-delà de cette crise sécuritaire, c'est tout un système de dépendance qui vacille. La France, puissance coloniale d'hier devenue partenaire de développement d'aujourd'hui, se trouve confrontée à une remise en cause fondamentale de sa présence en Afrique. Les accords de coopération militaire, les liens économiques privilégiés, la zone franc, autant de piliers de la France-Afrique qui se fissurent sous la pression d'une nouvelle génération de dirigeants africains. Traoré, formé à l'école, militaire burkinabé mais nourri des idéaux panafricanistes de Thomas Sankara, représente cette rupture générationnelle qui terrifie les chancelleries occidentales. Le jeune capitaine ne s'embarrasse pas de nuances diplomatiques. Dès ses premières déclarations publiques, il dénonce ouvertement ce qu'il considère comme l'hypocrisie de la politique française en Afrique. Ces mots percutent « On ne peut pas être à la fois le pompier et le pyromane ». Cette formule répétée dans les médias internationaux résume sa vision des interventions françaises au Sahel. Pour Traoré, la France prétend lutter contre le terrorisme tout en maintenant un système qui favorise l'instabilité et la dépendance. Cette accusation ne sort pas de nulle part. Elle puise ses racines dans une analyse critique de 60 années de politique africaine de la France. Depuis les indépendances des années 1960, Paris a maintenu une influence prépondérante sur ses anciennes colonies à travers un réseau complexe d'accords politiques, économiques et militaires. La zone franc, les accords de défense, les liens commerciaux privilégiés, tout concourt à maintenir une forme de dépendance que de nombreux intellectuels africains dénoncent depuis des décennies. Mais Traoré va plus loin que ses prédécesseurs. Il ne se contente pas de critiquer, il agit. En quelques mois, il dénonce l'accord militaire avec la France, expulse l'ambassadeur français et se rapproche de nouveaux partenaires comme la Russie et la Chine. Cette stratégie de diversification des alliances, observée également au Mali et au Niger voisins, révèle une coordination qui inquiète profondément les dirigeants français. L'ironie de la situation n'échappe à personne. Emmanuel Macron, qui avait promis lors de son arrivée au pouvoir une refondation des relations franco-africaines, se retrouve confronté à la plus grave crise diplomatique avec l'Afrique depuis les indépendances. Son discours de Ouagadougou en 2017, où il proclamait la fin de la France-Afrique, sonne aujourd'hui comme une promesse non tenue aux oreilles de dirigeants comme Traoré. Le président burkinabé ne manque pas une occasion de souligner ces contradictions. Dans ses interventions publiques, il rappelle que malgré les discours sur l'égalité et le partenariat, la France continue d'extraire des matières premières africaines à des prix dérisoires, tout en vendant des produits manufacturés à des tarifs prohibitifs. Cette économie de comptoir, héritée de l'époque coloniale, perdure selon lui sous des formes à peine modernisées. Les chiffres donnent partiellement raison à Traoré. L'Afrique francophone fournit encore une part importante des importations françaises d'uranium, d'or, de coton et d'autres matières premières stratégiques. En retour, ces pays importent massivement des produits manufacturés français, créant une balance commerciale structurellement défavorable aux économies africaines. Cette situation, que les économistes qualifient de spécialisation internationale contrainte, maintient les pays africains dans un rôle de pourvoyeur de matières premières. Mais la critique de Traoré dépasse la dimension économique. Elle touche au cœur de la légitimité démocratique et de la souveraineté nationale. Le jeune dirigeant burkinabé dénonce ce qu'il appelle la démocratie à géométrie variable de la France. Comment Paris peut-elle donner des leçons de démocratie
tout en maintenant des relations privilégiées avec des régimes autoritaires africains, s'interroge-t-il publiquement. Cette question résonne particulièrement dans un contexte où la France peine à s'adapter aux transformations du continent africain. La jeunesse africaine, de plus en plus éduquée et connectée, ne se satisfait plus des discours paternalistes d'hier. Elle exige des relations d'égal à égal, basées sur le respect mutuel et l'intérêt partagé. Traoré incarne cette aspiration nouvelle, ce qui explique en partie la popularité dont il jouit auprès des opinions publiques ouest-africaines. L'émergence de Traoré s'inscrit également dans un contexte géopolitique mondial en pleine mutation. La montée en puissance de la Chine, le retour de la Russie en Afrique, l'affirmation de nouvelles puissances émergentes comme la Turquie ou l'Inde, offrent aux dirigeants africains des alternatives à la tutelle française traditionnelle. Cette diversification des partenariats, longtemps redoutée par Paris, devient une réalité incontournable. Le cas du Burkina Faso révèle ainsi les limites d'une approche diplomatique française qui n'a pas su s'adapter aux évolutions du continent africain, en tentant de préserver ses intérêts traditionnels tout en proclamant sa volonté de moderniser les relations. La France s'est retrouvée dans une position inconfortable que Traoré exploite habilement. Le jeune dirigeant burkinabé représente ainsi bien plus qu'un simple opposant à la politique française. Il incarne une vision alternative des relations Nord-Sud qui remet en question les fondements mêmes de l'ordre géopolitique post-colonial. 2006 et l'onde de choc provoquée par l'arrivée de Traoré au pouvoir dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Elle révèle une transformation profonde de l'échiquier géopolitique ouest-africain qui place la diplomatie française face à ses plus grands défis depuis l'époque coloniale. Les chancelleries européennes observent avec inquiétude cette contagion révolutionnaire qui gagne du terrain dans une région longtemps considérée comme la chasse gardée de Paris. Au Niger, au Mali, en Guinée et désormais au Burkina Faso. Une nouvelle génération de dirigeants militaires remet en cause l'héritage des accords post-indépendance. Ces coups d'État, loin d'être des épiphénomènes isolés, s'inscrivent dans une dynamique régionale qui voit les populations locales applaudir la fin des régimes pro-français. Cette adhésion populaire au changement de régime constitue un camouflet sans précédent pour la diplomatie française. Habituée à compter sur un soutien minimal des élites africaines, Traoré comprend parfaitement cette dynamique régionale et s'en sert comme levier diplomatique. Ses déclarations publiques résonnent bien au-delà des frontières burkinabées, trouvant un écho favorable dans les opinions publiques ouest-africaines lasses des promesses non tenues de leurs dirigeants traditionnels. Quand il dénonce les accords inégaux imposés par l'ancienne puissance coloniale, ces mots sont repris et amplifiés par une jeunesse africaine de plus en plus connectée et politisée. Cette dimension communicationnelle de l'action de Traoré inquiète particulièrement les diplomates français. Le jeune dirigeant burkinabé maîtrise parfaitement les codes de la communication moderne, utilisant les réseaux sociaux et les médias panafricains pour diffuser sa vision critique des relations franco-africaines. Ces interventions, souvent diffusées en direct et massivement partagées, touchent des millions d'Africains francophones qui y trouvent une expression de leur propre frustration. Face à cette offensive communicationnelle, la diplomatie française peine à trouver la riposte appropriée. Les réponses traditionnelles, basées sur les canaux diplomatiques classiques et les relations avec les élites africaines, se révèlent inadaptées à cette nouvelle donne. Comment répondre efficacement à des accusations relayées massivement sur les réseaux sociaux sans tomber dans une guerre de communication qui risquerait d'aggraver la situation? Le défi est d'autant plus complexe que les critiques de Traoré s'appuient sur des réalités difficilement contestables. La persistance d'inégalités criantes entre la France et ses anciens partenaires africains, les échecs répétés des politiques de développement, la dégradation de la situation sécuritaire malgré les interventions militaires françaises, autant d'éléments qui donnent une crédibilité certaine aux accusations du dirigeant burkinabé. L'intervention militaire française au Mali, lancée en 2013 avec l'opération Serval puis prolongée avec Barkhane, illustre parfaitement ces contradictions. Présentée initialement comme une mission de stabilisation temporaire, cette présence
militaire s'est prolongée pendant une décennie sans parvenir à éradiquer la menace terroriste. Pire, la situation sécuritaire s'est dégradée, s'étendant du Mali au Burkina Faso et au Niger, donnant raison à ceux qui dénoncent l'inefficacité de l'approche française. Traoré exploite habilement cet échec pour justifier sa rupture avec Paris. Dans ses discours, il affirme que 10 années d'intervention française n'ont fait qu'aggraver l'instabilité régionale, créant un cercle vicieux de dépendance militaire qui profite davantage aux intérêts géostratégiques français qu'à la sécurité des populations locales. Cette lecture des événements, même si elle peut être discutée, trouve un écho favorable dans des populations lasses de subir quotidiennement les conséquences de l'insécurité. La dimension économique de cette critique mérite une attention particulière. Les contrats d'armement, les coûts des interventions militaires, les accords de coopération sécuritaire, tout ce système génère des flux financiers considérables qui bénéficient largement aux entreprises françaises. Traoré n'hésite pas à souligner cette dimension mercantile des relations franco-africaines, accusant Paris de maintenir artificiellement des zones d'instabilité pour justifier sa présence militaire et économique. Cette approche critique trouve des échos dans les analyses de nombreux experts en relations internationales. Des universitaires français eux-mêmes, comme ceux de l'Institut français des relations internationales, reconnaissent que la politique africaine de la France souffre d'une contradiction fondamentale entre les discours sur l'égalité et la réalité de relations encore largement asymétriques. L'émergence de nouveaux partenaires renforce la position de Traoré dans sa confrontation diplomatique avec Paris. La Russie, à travers le groupe Wagner puis d'autres structures, propose une alternative sécuritaire qui séduit des dirigeants africains en quête d'autonomie. La Chine offre des financements d'infrastructures sans conditionnalités politiques apparentes. La Turquie développe une diplomatie religieuse et économique attractive. Face à cette concurrence, la France se retrouve contrainte de justifier sa valeur ajoutée. Cette diversification des partenariats transforme radicalement les rapports de force. Les dirigeants africains ne sont plus obligés de subir les conditions imposées par Paris. Ils peuvent désormais jouer la carte de la concurrence entre grandes puissances pour obtenir de meilleures conditions. Traoré maîtrise parfaitement cette nouvelle donne géopolitique, n'hésitant pas à brandir la menace de nouveaux partenariats pour faire pression sur la France. L'impact de cette stratégie dépasse le cadre bilatéral franco-burkinabé. Elle inspire d'autres dirigeants africains qui observent avec attention les résultats obtenus par cette politique de fermeté. Si Traoré parvient à améliorer la situation de son pays sans l'aide française, il démontrera la viabilité d'un modèle alternatif de développement qui pourrait faire école dans toute l'Afrique francophone. Cette perspective terrifie les stratèges français qui comprennent que l'enjeu dépasse largement la relation avec le Burkina Faso. C'est tout l'édifice de la présence française en Afrique qui pourrait s'effondrer si l'exemple burkinabé faisait école. Les implications économiques et géostratégiques d'un tel scénario seraient considérables pour une France qui tire encore une part importante de son influence internationale, de ses relations privilégiées avec l'Afrique. Le timing de cette remise en cause n'est pas non plus anodin. Elle intervient au moment où la France traverse une crise de confiance interne, avec une société française de plus en plus critique envers les interventions extérieures coûteuses. L'opinion publique française, échaudée par les échecs en Afghanistan et en Libye, regarde d'un œil de plus en plus sceptique l'engagement militaire français en Afrique. Cette convergence entre les critiques africaines et françaises place Macron dans une position délicate. Lié à l'affrontement diplomatique entre Traoré et Macron, révèle des enjeux économiques et sécuritaires d'une ampleur considérable, qui dépasse largement le cadre des relations bilatérales franco-burkinabé. Au cœur de cette confrontation se trouve la question cruciale du contrôle des ressources naturelles africaines et de leur redistribution équitable, un sujet qui cristallise toutes les tensions entre l'ancienne puissance coloniale et ses anciens territoires. Le Burkina Faso, malgré sa situation d'enclavement, dispose de ressources minières substantielles qui attisent les convoitises internationales. L'or représente près de 70% des exportations du pays,
faisant du Burkina Faso le 4e producteur africain de ce métal précieux. Cette richesse aurifère, exploitée depuis des décennies par des compagnies multinationales, génère des revenus considérables qui bénéficient largement aux actionnaires étrangers plutôt qu'aux populations locales. Traoré dénonce cette situation avec une virulence particulière, accusant les entreprises françaises et leurs partenaires d'organiser un pillage systématique des ressources burkinabais. Ces déclarations pointent du doigt les conditions d'exploitation, souvent défavorables, négociées par les régimes précédents. Des contrats qui garantissent aux compagnies étrangères des bénéfices substantiels, tout en laissant au pays producteur une part dérisoire de la valeur ajoutée. Cette critique s'appuie sur des données économiques difficilement contestables. Selon les statistiques officielles, le Burkina Faso ne perçoit que 10 à 15% de la valeur de l'or extrait de son sol, le reste bénéficiant aux compagnies minières et aux intermédiaires commerciaux. Cette répartition inéquitable perpétue un modèle économique colonial, où les pays africains demeurent cantonnés au rôle de pourvoyeurs de matières premières brutes. La remise en cause de ces accords miniers par Traoré s'inscrit dans une stratégie plus large de reconquête de la souveraineté économique nationale. Le jeune dirigeant burkinabé entend renégocier l'ensemble des contrats d'exploitation des ressources naturelles pour garantir une meilleure redistribution des revenus au profit du développement national. Cette approche, si elle devait faire école dans la région, remettrait en cause l'ensemble du système d'exploitation des ressources africaines par les multinationales occidentales. L'industrie française de l'armement constitue un autre aspect crucial de cette confrontation économique. Les accords de défense signés entre Paris et Ouagadougou garantissaient aux fabricants d'armes français un marché privilégié, avec des commandes régulières d'équipements militaires souvent surévalués. La dénonciation de ces accords par Traoré prive l'industrie française d'un débouché traditionnel et ouvre la voie à la concurrence internationale. Cette dimension économique de la coopération militaire explique en partie les réticences françaises à accepter la remise en cause des accords traditionnels. L'industrie de défense française, déjà confrontée à une concurrence internationale féroce, ne peut se permettre de perdre ses marchés africains traditionnels. Les emplois français, qui dépendent de ces contrats d'armement, se chiffrent en dizaines de milliers, créant un enjeu politique intérieur non négligeable pour le gouvernement Macron. La question sécuritaire révèle d'autres contradictions dans la politique française. Malgré une présence militaire française continue, depuis 2013, la situation sécuritaire au Burkina Faso n'a cessé de se dégrader. Les groupes armés terroristes contrôlent désormais près de 40% du territoire national. Les attaques contre les forces de sécurité se multiplient et les populations civiles payent un lourd tribut à cette instabilité chronique. Traoré exploite cet échec sécuritaire pour justifier sa rupture avec la stratégie française de lutte antiterroriste. Dans ses analyses publiques, il affirme que l'approche militaire privilégiée par Paris s'avère non seulement inefficace mais contre-productive, contribuant à radicaliser des populations marginalisées plutôt qu'à pacifier durablement les zones en conflit. Cette critique rejoint les analyses de nombreux experts en sécurité qui soulignent les limites d'une approche exclusivement militaire face à des phénomènes terroristes aux racines socio-économiques profondes. L'alternative sécuritaire proposée par Traoré s'appuie sur une approche plus globale, intégrant les dimensions sociales, économiques et politiques de la lutte contre l'extrémisme violent. Cette stratégie, inspirée des expériences réussies dans d'autres régions du monde, privilégie la réconciliation communautaire, le développement économique local et la justice sociale comme moyen de prévention de la radicalisation. La collaboration avec de nouveaux partenaires sécuritaires, notamment russes, s'inscrit dans cette logique de diversification stratégique. Traoré ne cache pas son intention d'explorer toutes les options disponibles pour améliorer la sécurité de son pays, y compris celles que la France pourrait considérer comme contraires à ses intérêts géostratégiques. Cette ouverture vers d'autres partenaires révèle l'échec de l'exclusivité française dans le domaine sécuritaire. L'impact économique de cette instabilité sécuritaire
se chiffre en milliards de francs CFA perdus chaque année. Les investissements étrangers fuient, l'agriculture périclite dans les zones d'insécurité, le tourisme s'effondre et les dépenses militaires absorbent une part croissante du budget national. Cette spirale négative justifie, selon Traoré, la nécessité d'une rupture radicale avec les stratégies qui ont échoué. La dimension régionale de ces enjeux économiques et sécuritaires amplifie leur portée. L'instabilité au Burkina Faso affecte directement les pays voisins, perturbant les échanges commerciaux régionaux et alimentant des flux migratoires importants. Cette interconnexion régionale explique pourquoi les positions de Traoré trouvent des échos favorables dans les pays voisins confrontés aux mêmes défis. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, pilier de l'influence française dans la région, se trouve également remise en question par cette nouvelle donne géopolitique. La zone franc, longtemps présentée comme un facteur de stabilité monétaire, apparaît de plus en plus comme un carcan limitant l'autonomie économique des pays membres. Traoré n'hésite pas à soulever cette question sensible, évoquant la possibilité d'alternatives monétaires qui libérerait son pays de la tutelle française. Cette remise en cause du système monétaire france-africain constitue peut-être la menace la plus sérieuse pour l'influence française en Afrique. Si plusieurs pays devaient simultanément quitter la zone franc, c'est tout l'édifice économique post-colonial qui s'effondrerait, privant la France d'importants leviers d'influence et de substantiels avantages économiques. Les enjeux énergétiques ajoutent une dimension supplémentaire à cette confrontation. Le Burkina Faso dispose d'un potentiel solaire considérable qui pourrait transformer son profil énergétique et réduire sa dépendance aux importations d'hydrocarbures. Le développement de ces énergies renouvelables, avec l'aide de nouveaux partenaires technologiques, offrirait au pays une plus grande autonomie énergétique et économique. Cette diversification énergétique s'inscrit dans une stratégie plus large de réduction de la dépendance envers les partenaires traditionnels. En développant ses propres capacités de production d'énergie, le Burkina Faso pourrait financer son développement sans recourir aux prêts conditionnels des institutions financières internationales, traditionnellement influencées par la France. L'affrontement diplomatique entre Ibrahim Traoré et Emmanuel Macron dépasse largement la dimension bilatérale pour révéler les contours d'un nouveau monde en gestation. Cette confrontation annonce une recomposition profonde de l'ordre géopolitique international qui pourrait redéfinir les rapports de force entre le Nord et le Sud, entre les anciennes puissances coloniales et leurs anciens territoires. Les implications de cette transformation dépassent le cadre africain pour toucher l'ensemble du système international. L'émergence de Traoré comme figure de proue d'un panafricanisme renouvelé s'inscrit dans une dynamique historique de longue durée. Depuis Thomas Sankara, son prédécesseur assassiné en 1987, aucun dirigeant burkinabé n'avait incarné avec autant de force les aspirations à l'indépendance réelle du continent africain. Cette filiation revendiquée avec le père de la révolution burkinabé donne une profondeur historique aux positions de Traoré, qui résonnent bien au-delà des frontières nationales. La jeunesse africaine, démographiquement majoritaire sur le continent, trouve dans le discours de Traoré une expression de ses propres aspirations. Cette génération, née après les indépendances formelles, ne porte pas le poids des compromis historiques de ses aînés avec les anciennes puissances coloniales. Elle exige des relations internationales basées sur l'égalité réelle et le respect mutuel, rejetant les rapports paternalistes qui ont caractérisé la France-Afrique. Cette évolution générationnelle transforme radicalement les paramètres de la diplomatie française en Afrique. Les réseaux traditionnels d'influence, basés sur les relations personnelles avec les élites africaines formées en France, perdent de leur efficacité face à des dirigeants qui puisent leur légitimité dans l'adhésion populaire plutôt que dans la reconnaissance internationale. Cette transformation oblige Paris à repenser entièrement son approche diplomatique africaine. L'impact économique de cette révolution diplomatique pourrait se révéler considérable pour la France. Les entreprises françaises, habituées à bénéficier de positions privilégiées sur les marchés africains, se retrouvent confrontées à une concurrence internationale accrue. Les contrats d'exploitation des ressources naturelles, les marchés publics d'infrastructures
les accords commerciaux préférentiels, tous ces avantages traditionnels de la présence française en Afrique sont remis en question. Cette perte d'influence économique intervient dans un contexte où la France peine déjà à maintenir sa position dans la compétition internationale. Face à la montée de nouvelles puissances économiques comme la Chine, l'Inde ou le Brésil, la France compte traditionnellement sur ses relations privilégiées avec l'Afrique pour maintenir son rang international. La remise en cause de ces relations risque d'accélérer le déclin relatif de l'influence française dans le monde. L'Union européenne observe avec attention cette évolution des relations franco-africaines. L'approche de Traoré, si elle devait faire école, remettrait en question l'ensemble de la stratégie européenne de coopération avec l'Afrique. Les accords de Cotonou, les partenariats économiques régionaux, les politiques de développement européennes, tout ce système construit autour de la prééminence des anciennes puissances coloniales pourrait être balayé par cette vague de contestation africaine. Cette transformation des relations euro-africaines s'inscrit dans un contexte géopolitique mondial marqué par l'émergence d'un monde multipolaire. La remise en cause de l'hégémonie occidentale, observable dans de nombreuses régions du monde, trouve en Afrique un terrain particulièrement favorable. Les dirigeants africains, à l'image de Traoré, exploitent cette multipolarité pour diversifier leurs partenariats et réduire leur dépendance traditionnelle. L'influence croissante de la Chine en Afrique offre une alternative crédible au modèle français. Les investissements chinois dans les infrastructures africaines, sans conditionnalités politiques apparentes, séduisent des dirigeants en quête d'autonomie. Cette concurrence sino-française pour l'influence africaine redessine les équilibres géopolitiques continentaux et contraint Paris à adapter sa stratégie. La Russie, à travers ses nouvelles structures d'influence en Afrique, propose également une alternative sécuritaire attractive pour des dirigeants africains déçus par l'efficacité des interventions occidentales. Cette présence russe croissante, observable au Mali, en Centrafrique et désormais au Burkina Faso, remet en question le monopole français sur les questions sécuritaires ouest-africaines. L'Inde, le Brésil, la Turquie, l'Iran, autant de puissances émergentes qui développent leur propre stratégie africaine, offrant aux dirigeants du continent des alternatives aux partenariats traditionnels. Cette diversification des options diplomatiques et économiques renforce la position de négociation des pays africains et réduit mécaniquement l'influence des anciennes puissances coloniales. Les institutions internationales se trouvent également impactées par cette transformation. L'Organisation internationale de la francophonie, pilier du soft power français, voit son influence diminuer face à l'émergence de nouveaux espaces de coopération sud-sud. L'Union africaine gagne en autonomie et développe ses propres initiatives de résolution des conflits, réduisant la dépendance du continent envers les médiations occidentales. Cette évolution touche également les questions monétaires et financières. La remise en cause de la zone franc, évoquée de plus en plus ouvertement par des dirigeants africains, pourrait bouleverser l'architecture financière de l'Afrique francophone. Des projets de monnaies régionales alternatives, l'utilisation croissante des devises chinoises ou russes dans les échanges commerciaux, autant d'évolutions qui érodent l'influence monétaire française. L'impact sur la société française elle-même ne doit pas être négligé. La remise en cause de la présence française en Afrique interroge une partie de l'identité nationale française, construite autour du rayonnement international et de la grandeur historique. Cette crise diplomatique révèle les difficultés de la France à s'adapter à un monde où sa position n'est plus hégémonique. Les médias français, confrontés à cette nouvelle réalité africaine, peinent à adapter leur grille de lecture traditionnelle. Les accusations de Traoré, largement relayées par les médias africains et internationaux, trouvent un écho limité dans l'espace médiatique français, révélant un décalage entre les perceptions nationales et internationales de la politique africaine de la France. Cette transformation annonce probablement l'émergence d'un nouveau paradigme dans les relations Nord-Sud. L'époque où les anciennes puissances coloniales pouvaient imposer leurs conditions aux pays du Sud semble révolue. La nouvelle génération de dirigeants africains, incarnée par Traoré, exige des relations d'égal à égal
basée sur l'intérêt mutuel et le respect de la souveraineté nationale. Cette évolution s'inscrit dans une dynamique historique plus large de décolonisation des esprits et des structures. Après les indépendances politiques formelles des années 1960, l'Afrique semble aujourd'hui engagée dans un processus d'indépendance réel qui touche tous les aspects des relations internationales. Cette révolution diplomatique, si elle devait aboutir, transformerait radicalement l'équilibre géopolitique mondial. L'avenir des relations franco-africaines dépendra largement de la capacité de la France à s'adapter à cette nouvelle donne. Un maintien des positions traditionnelles risquerait d'accélérer la perte d'influence française, tandis qu'une adaptation réussie pourrait permettre de préserver une partie des liens historiques sous de nouvelles formes. Le défi pour Macron consiste à concilier les intérêts français avec les aspirations légitimes des peuples africains à l'indépendance réelle. Cette transformation dépasse largement le cadre des relations internationales pour questionner les fondements mêmes de l'ordre mondial contemporain. L'émergence de nouvelles puissances, la contestation de l'hégémonie occidentale, la revendication d'un monde multipolaire, autant d'évolutions dont l'Afrique pourrait être le laboratoire. Dans cette perspective, l'affrontement entre Traoré et Macron annonce peut-être les contours du monde de demain.